Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, donc ça sera la troisième et la dernière du cinquième CM sur les structures démographiques. On va s'intéresser aux structures démographiques en fonction du sexe. Alors, on parle de sexe ratio, donc francisé, sexe SEXE ou sexe ratio à l'anglaise. Parfois, on parle aussi de rapport des sexes ou de rapport de masculinité. En gros, l'idée, de tous ces termes, hein, c'est le même, c'est de donner le rapport, entre le nombre de garçons et de filles au sein d'une population. Heu, le sexe ratio à la naissance, il est de 105 garçons pour 100 filles. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de garçons qui naissent que de filles. On ne sait pas pourquoi, mais l'inégalité des naissances entre, mâles et femelles varie pour toutes les espèces vivantes, hein, donc c'est pas une spécificité humaine. Et donc c'est voilà, on parle du nombre de filles par rapport au nombre de garçons, le nombre de garçons par rapport au nombre de filles. Tout ça, c'est le sexe ratio. Et donc, on a un sexe ratio justement qui change selon les sociétés et il y a 2 raisons principales. Déjà, une première raison, c'est une plus longue espérance de vie pour les femmes, donc c'est ce qu'on va voir dans cette première partie. Et donc on a dit qu'il naît, plus de garçons que de filles, mais quand on regarde les pyramides des âges, au fur et à mesure, donc ça c'est celle du monde, hein, même s'il y a un peu plus de garçons en bas, là vous le voyez, hein, il y a 0,2 d'écart, entre 0 et 4 ans, une fois qu'on avance en âge, en fait il y a plus de, femmes que d'hommes, sur la pyramide des âges. En fait, les hommes connaissent plus de mortalité, ce qui fait que même s'il y a moins de femmes à la naissance, elles deviennent majoritaires sur la fin de la pyramide des âges. Donc ça s'explique tout d'abord par le fait qu'elles connaissent une plus longue espérance de vie. La moyenne mondiale de l'espérance de vie pour les femmes, elle est de 72,7 ans, pour les hommes de 68,3 ans. Donc il y a, un peu plus de 3 ans d'écart à l'échelle mondiale. Pourquoi? Parce que les femmes, connaissent une meilleure santé globale et ont moins de conduite à risque. Alors cet écart qui se voit, sur la pyramide des âges du monde et qui se voit aussi bien sur les pays développés, elle se voit très peu dans les pays, les plus pauvres, parce que le fait que les femmes ont une meilleure santé, ça ne compense pas les inégalités hommes-femmes, qui sont présents dans ces pays, où les femmes ont par exemple un moins bon accès aux soins et à l'alimentation. Et comme l'espérance de vie est de toute façon plus courte, il n'y a pas cet effet, qu'on voit sur la pyramide des âges du monde où, progressivement il y a de plus en plus de femmes. Là vous avez, la pyramide des âges des pays, d'Afrique, du centre globalement et vous voyez que en fait il y a pas, de surreprésentation des femmes ou quasiment pas, et ça c'est lié au maintien, d'inégalités hommes-femmes notamment. Le pays où l'écart entre les hommes et les femmes est le plus élevé, c'est la Russie. On l'a déjà vu cette pyramide des âges, vous l'avez peut-être remarqué à ce moment-là, mais j'en ai pas parlé parce que je le gardais pour ce moment. On voit quand même très nettement qu'il y a plus de femmes que d'hommes, hein, et c'est notamment vrai sur la deuxième moitié de la pyramide, hein, la partie la plus haute. Le décalage, par exemple, en termes d'espérance de vie, en 2017, entre les hommes et les femmes, il est de 10 ans, en et c'est le plus important au monde. Et ça s'explique, je vous avais dit qu'on reparlerait d'alcool, ça s'explique, la différence entre, l'espérance de vie. Alors voilà, je vous ai mis, ce graphique où on voit, la différence. Alors, il est un peu biaisé parce qu'il part pas de zéro, hein, donc on a l'impression que l'écart est énorme alors qu'il y a que enfin, pas que, qu'il y a à peu près 10 ans. Hem Mais c'est pour vous montrer avec des chiffres, hein, les variations sont les mêmes, mais avec pas mal d'années d'écart. Et donc je vous avais dit qu'on reparlerait d'alcool en Russie. On attribue notamment l'écart, dans l'espérance de vie, un écart aussi fort, c'est attribué à la forte consommation d'alcool par les hommes, qui consomment 8 fois plus d'alcool que les femmes. Or, l'alcool représente un quart des décès des moins de 55 ans. Alors si vous voulez regarder en détail, hein, il y a un article, qui le montre et vous voyez donc ça c'est la consommation, d'un demi-litre, de vodka par semaine, donc entre 0, 1, 2, 3, 4, 5 et donc
cause de mortalité, c'est visible notamment, chez les jeunes, on va dire 35-55 ans, augmente, notamment ceux qui sont liés à l'alcool et alors que les autres peu et donc ça fait une augmentation, assez forte et c'est toujours vrai après, hein, même s'il y a plus de causes de décès sur les 55-75 ans, mais on voit que, les décès liés à l'alcool représentent une part importante des décès. Hem Pourquoi? Parce que, déjà l'alcool ça a des effets directs sur la mortalité, hein, notamment sur les maladies cardiovasculaires, mais aussi des effets indirects, avec des comportements qu'on appelle mortifères. Par exemple, de nombreux accidents de la route sont causés par des personnes qui conduisent ivres, hein, ou encore des noyades. Il y a des statisticiens qui attribuent, il y a beaucoup plus de noyades, par exemple, en Russie qu'aux États-Unis. Il y a 5 fois plus de noyades en Russie qu'aux États-Unis et les statisticiens attribuent cette surmortalité par noyade à la prise d'alcool. Alors bon, là, c'est quelques exemples, mais globalement, hein, un des axes principaux d'explication, de la différence, l'écart entre, les hommes et les femmes, c'est vraiment la consommation d'alcool. Donc voilà, ça c'était pour un exemple. L'espérance de vie, ça joue. Mais on a quand même, l'inverse, hein, donc on a vu sur les pyramides des âges, aux âges élevés, plus de femmes. Quand on regarde les sex ratios à la naissance, ils peuvent être très favorables aux garçons plutôt et c'est ce qu'on va, détailler, un peu, dans la suite. Si on fait l'état des lieux dans le monde, on va déjà partir d'un constat, hein. On est, dans un monde où, presque toutes les sociétés sont marquées par la domination masculine et cette domination masculine a des conséquences sur la structure démographique, enfin par sexe, hein, pas par âge, puisque, les sociétés expriment souvent une préférence pour les garçons. Et donc si on regarde cette carte, donc la masculinité des naissances, hein, donc c'est le sex ratio, c'est le nombre de garçons pour 100 filles à la naissance, 2010-2015. Donc le seuil naturel, hein, je vous rappelle, c'est 105, il est ici. On voit qu'il y a des zones du monde où il est bien au-dessus. Ça permet d'identifier, les zones où, voilà, on a un rapport, favorable aux garçons. Ça concerne essentiellement l'Asie, mais aussi le Caucase et certains pays du bassin méditerranéen. Et si, pour mettre des chiffres, hein, à tout ça, là, vous avez un tableau qui présente les chiffres du rapport de masculinité à la naissance donc, pour, différentes régions et on voit que c'est, la Chine où le taux de masculinité est le plus élevé. Heu, on a, là, c'est des chiffres de 2014-2015. On est à 115, presque 116 garçons pour 100 filles. Donc c'est beaucoup plus que ce qui a le ratio normal. Heu, c'est monté jusqu'à 124 garçons pour 100 filles, en 2004 et ça a baissé un petit peu depuis et on considère qu'entre 1990 et 2012, il manquait alors c'est des estimations, hein, entre 700 000 et 1 million de naissances de filles. C'est-à-dire 10 des naissances de cette période, auraient dû être des filles et n'ont pas eu lieu. Donc voilà, c'est pour mettre un peu des chiffres, vous pouvez regarder, hein. On retrouve aussi, des chiffres assez élevés, dans le Caucase, l'Europe du Sud-Est et quelques pays d'Asie comme on l'a dit. Heu, Globalement, ça concerne pas énormément de pays, mais ça concerne notamment la Chine et l'Inde, et donc c'est en fait, tous ces pays ensemble, c'est quasiment 40 de la population mondiale où, il y a un déficit de naissance de filles. Donc ça concerne pas beaucoup de pays, mais une part importante de la population mondiale. Et donc on va se poser la question très concrète de comment l'expliquer, pourquoi il y a plus de garçons à la naissance, vu que on ne peut pas vraiment choisir le sexe à la création. Il y a quelques méthodes traditionnelles, alimentaires qui donnent des conseils, aucun résultat probant scientifiquement a été donné sur l'influence de ces méthodes pour choisir le sexe. Donc c'est pas, c'est d'autres techniques et c'est ça qu'on va voir, hein. Avant la naissance, qu'est-ce qui explique, qu'il y a plus de garçons que de filles qui naissent? C'est des techniques de sélection, notamment permises grâce aux techniques d'imagerie médicale, les échographies, notamment, qui permettent de connaître le sexe du bébé avant la naissance et à ce moment-là de, donner lieu à des avortements sélectifs. Donc c'est un des moyens, c'est les avortements sélectifs, qui sont inégalement accessibles selon les pays. Autant il est autorisé par exemple très tard, en Chine, jusqu'à 28 semaines, mais il y a des régions du monde, par exemple au Proche-Orient, où il est illégal. Donc ça limite, beaucoup ça limite totalement les avortements sélectifs. Heu
La diffusion de l'échographie, elle a participé à accentuer, les écarts de sexe ratio, hein, il y a non seulement l'échographie, mais il y a des progrès médicaux, par exemple avec des tests prénataux, donc avant la naissance, qui peuvent être effectués très tôt. Heu et même, dans le cas de fécondation in vitro enfin donc fécondation médicalement assistée, dans certains pays, la sélection du sexe de l'embryon est autorisée. C'est pas le cas en Europe, mais par exemple dans des pays comme les États-Unis ou la Thaïlande, c'est possible. Ce qui peut alimenter un tourisme reproductif. Alors, à nuancer, hein, il est extrêmement, limité de par le coût des procédures, mais en tout cas les progrès médicaux conduisent à une sélection possible, du sexe, de l'enfant, à la naissance. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est avant la naissance et puis il y a la question, on va dire, des 1 années après la naissance. On a un sexe, ratio en faveur des garçons parce que, les fillettes, sont, dans certains pays, hein, plus victimes d'infanticide ou de négligence avec une mortalité dans les premières années qui est beaucoup plus élevée parce qu'elles subissent une discrimination, sur les différents aspects de la vie, sur l'alimentation, sur les soins, les vaccinations. C'est plus marginal, mais il y a aussi des fois des abandons, voire des ventes de petites filles et là, je vous ai mis un extrait, je vous conseille, de mettre en pause la vidéo pour le lire, hein, je ne vais pas le lire directement, mais un extrait d'un article qui est intéressant sur, les infanticides en Inde, hein, vous pouvez aller lire, l'intégralité et je trouve que ça permet de vraiment, bah, voir, le système. Alors en Inde, on va reparler de l'Inde, mais c'est l'histoire d'une femme qui s'est rendue compte que en fait, autour d'elle, enfin tout le monde avait des petits garçons dans sa caste. L'Inde, c'est une société hiérarchisée par caste, heu elle avait que des petits garçons et puis elle a fini par apprendre, que c'est parce que les petites filles, les bébés filles sont tuées à la naissance par leur propre mère, pour, éviter de dilapider, c'est perçu comme ça, hein, le patrimoine et donc en fait, ça c'est pas dans cet extrait, c'est dans le reste de l'article, mais je dis dans son système de caste, dans son village, ça a été en un siècle, il y a eu 2 filles qui ont été, gardées par leur famille, elle et une autre fille en un siècle. Donc ça touche vraiment, c'est pas, anecdotique, hein, dans cette situation particulière, ça touche beaucoup de gens. Et donc, bah, les mariages, parce que, les jeunes garçons se marient, se font avec, des filles de d'autres villages. Mais dans ce village, dans cette caste, quasiment toutes les filles sont, systématiquement tuées. Donc voilà, ça c'est pas, le cas dans toute l'Inde, hein, mais, ça montre que c'est des pratiques qui existent. Alors pourquoi? On va regarder, hein, on a fait l'état des lieux, on va regarder un peu les causes. Pourquoi ce sexe ratio plutôt masculin? Bah, c'est ce qui est expliqué dans l'extrait que je vous ai montré avant, c'est à cause du coût des filles. Heu, Pourquoi? Bah, qu'est-ce qui, quel est ce coût? C'est pas que ça coûte plus cher à nourrir, hein, c'est la dot, l'héritage d'une fille, l'argent, les biens qu'elle reçoit à son mariage avant d'aller s'installer dans la famille de son époux et la qualité de cette dot, donc la quantité de biens, d'argent, ça peut avoir une influence sur la possibilité qu'une fille a de se marier. C'est un enjeu vraiment de statut social. En Inde, on a dit c'est une société très hiérarchisée et pour les castes élevées, trouver un bon gendre, ça peut être vraiment ruineux pour une famille, hein. C'est de l'argent, c'est des voitures, c'est de l'électroménager, c'est beaucoup de choses dans la dot. Alors qu'à l'origine, c'était vraiment une pratique d'équité, pour que les filles reçoivent aussi une partie de l'héritage de la famille. Mais en fait, ça a été, transformé, ça devient une cause de ne pas vouloir de filles. Il y a un proverbe indien, alors en substance, hein, c'est traduit, qui dit que élever une fille, c'est comme arroser le jardin du voisin. Donc voilà, ça montre bien l'état d'esprit. Le fait de devoir, doter la fille pour son mariage, ça coûte très cher et donc c'est, refusé par les familles. Pour une autre, citation un peu, tragique, je vous disais, une des manières de sélection du sexe de l'enfant, c'est, d'abord de faire une échographie, puis, un avortement sélectif et donc il y a des cliniques qui ont affiché comme publicité, donc pour faire une échographie, hein, dépenser 5 000 roupies maintenant et économiser 500 000 roupies plus tard. Donc sous-entendu, dépenser 5 000 roupies, faites, une échographie, si c'est une fille avortée, vous économiserez le prix de sa dot plus tard. Donc voilà, la dans les sociétés où, il y a des dots pour le mariage, hein, et il y a pas que l'Inde qui est concernée, il y a vraiment la question du coût. Ensuite, il y a un autre, aspect important, c'est que avoir au moins
un garçon, c'est essentiel dans toutes les sociétés où l'héritage est patrilinéaire, c'est-à-dire où l'héritage se transmet de père en fils, mais ne se transmet pas aux filles. Et ça, dans les sociétés où cet héritage passe, du père au fils, quand, on va vouloir un fils, au moins un fils forcément, et dans le cas, qui est de plus en plus courant, où il y a une baisse de la fécondité, bah, ça accentue vraiment, cette, nécessité d'avoir au moins un fils. C'est le cas par exemple du Vietnam ou de la Chine, parce que les familles se sentent obligées de sélectionner le sexe pour être sûres d'avoir au moins un descendant mâle. Et quand en moyenne les familles ont ont moins de 2 enfants, il faut vraiment sélectionner pour être sûr. Par exemple, en Chine, c'est ce document-là, on voit que l'excédent de garçons, il est très peu au niveau de du premier enfant. C'est-à-dire, il y a peu de familles qui sélectionnent, leur premier enfant. Disons soit un garçon, soit une fille. En revanche, s'ils ont déjà eu une fille, si leur, vous voyez, c'est le deuxième enfant d'une famille ayant déjà eu soit un garçon, et dans ce cas-là, c'est pas sélectionné à peu près, mais s'ils ont déjà eu une fille, ah là, on voit qu'il y a, une sélection nette pour avoir plutôt un garçon. Et dans les familles qui ont 3 enfants, s'ils ont déjà eu 2 filles, là, on voit le chiffre est très, très élevé. Il y a vraiment une sélection très forte pour avoir un garçon. J'espère que ça a été assez clair. Heu, L'idée, pour la Chine, c'est que la politique de l'enfant unique a favorisé le déséquilibre du sexe ratio, puisque quitte à n'avoir qu'un enfant, les parents préféraient avoir un garçon plutôt qu'une fille. C'est pour ça que ça a, atteint, un sexe ratio vraiment encore plus déséquilibré que ça l'est maintenant que la politique de l'enfant unique a été enlevée. Après, la réalité est plus complexe et dans une partie de la Chine rurale, la politique de l'enfant unique, elle avait une disposition autorisant les couples à avoir un deuxième enfant si le premier était une fille. Donc c'est très sexiste, hein, puisque ça hiérarchise vraiment la qualité des naissances. C'est un enfant unique, mais si vous avez une fille, vous avez le droit d'avoir un deuxième parce que bon, votre enfant il est moins bien. En gros, c'est ça le sous-entendu. Donc très sexiste comme loi, mais ça montre vraiment le contexte et l'impression que c'est plus important d'avoir un garçon. Donc ça, c'est pour les sociétés à l'héritage, patrilinéaire. Autre aspect, qui explique une préférence pour les garçons, des fois, ils sont perçus comme, plus utiles, davantage une source de fierté. Je garde le cas de la Chine et de l'Inde, hein, parce que c'est eux qui représentent vraiment le gros du contingent, du sexe ratio déséquilibré en quantité. C'est les garçons qui s'occupent de leurs parents quand ils sont âgés. La fille, quand elle se marie, elle va s'installer dans la famille de son époux. Donc c'est pas elle qui s'occupe de ses parents âgés, c'est le fils. Donc les parents veulent avoir un fils ou des fils pour s'occuper d'eux plus tard. Les garçons sont également perçus comme économiquement plus avantageux, on l'a vu, puisque l'essor économique a renforcé vraiment la volonté d'éviter d'avoir des filles pour ne pas dilapider les richesses. Donc voilà, ça c'est différents, facteurs. En gros, il y a 3 choses vraiment, 3 facteurs importants qui se recoupent dans toutes les régions touchées par le déséquilibre du sexe ratio. C'est un, la préférence marquée pour les garçons, pour toutes les raisons qu'on a dit, pour des raisons culturelles ou économiques. La faible fécondité, parce qu'avoir une préférence marquée dans une société où, les gens ont en moyenne, 7-8 enfants, statistiquement, ils vont avoir un garçon et donc il y a pas besoin de sélectionner. Donc la préférence marquée, la faible fécondité et l'accès aux moyens de sélection, l'échographie, l'avortement. Parce que vous pouvez avoir envie d'avoir un garçon et peu d'enfants, si vous n'avez aucun moyen de sélectionner le sexe de l'enfant, ça créera pas un sexe ratio déséquilibré. Mais quand ces 3 facteurs sont présents, dans ce cas-là, ça entraîne un sexe ratio déséquilibré. Donc il y a un risque en fait de diffusion de ce déséquilibre des sex ratios, dans des pays qui seraient concernés par, 1 ou 2 des facteurs, mais dont il manque le troisième. Par exemple, des pays où il y a une préférence marquée pour les garçons, une fécondité qui est faible ou en réduction, mais où il n'y a pas encore l'accès aux moyens de sélection, par exemple l'avortement est interdit. Si, il y a une diffusion de l'accès aux moyens de sélection, il peut y avoir, du coup un déséquilibre du sex ratio qui se fera plus tard. Donc voilà, un risque de diffusion. Donc voilà pour, on va dire, l'état des lieux, les causes. On va se poser un peu la question des conséquences, de ce sexe ratio déséquilibré. Pourquoi c'est un problème? Bon alors c'est un problème éthique, hein, déjà on est bien d'accord, mais ça a d'autres conséquences concrètes.
Le déficit de femmes dans certaines régions, ça peut avoir plein de conséquences. Déjà, ça va perturber le marché du mariage hétérosexuel, puisqu'il va y avoir un surplus d'hommes et donc une partie de ces hommes va être contraint au célibat forcé, faute de candidates au mariage et donc va y avoir une saturation du marché du mariage, qui s'accumule de génération en génération, hein, puisque les générations d'avant, une partie n'ayant pas pu se marier, ils sont toujours sur le marché du mariage et donc potentiellement ils peuvent, essayer de se marier avec les filles des générations plus jeunes et donc à force, il y a une accumulation de génération en génération. On estime qu'en 2050, il y aura 50 d'hommes de plus à marier en Inde et en Chine que de femmes. Donc un déséquilibre vraiment important. Et ça va amener, bah, à donc ces célibats forcés, donc les hommes n'auront pas de descendants et ce qui est fou et ce qui est triste, c'est que ça déstabilise complètement cette absence de descendants potentiellement masculins, une société fondée sur l'héritage patrilinéaire, alors que c'est une des raisons mêmes, qui a créé le déséquilibre. Vu que ces hommes célibataires n'auront pas de descendants et qui transmettent leur, patrimoine, alors que justement, c'était pour pas avoir, de femmes que enfin bref, vous comprenez ou si vous comprenez pas, laissez, c'est pas grave. Heu, Ensuite, des conséquences sociales, qui ont déjà pu être observées puisqu'il y a certaines régions où ces déséquilibres sont anciens. Ça a des conséquences psychologiques fortes, en fait, sur, les hommes contraints au célibat forcé. Ça les amène parfois à une marginalisation, hein, ça peut être, mal vu de pas être marié et ça a des conséquences, sociales. Par exemple, une augmentation de la prostitution. L'émigration, soit pour chercher d'autres femmes, soit des femmes qui arrivent pour être mariées, heu la plupart des études, en fait, envisagent également une augmentation de la violence faite aux femmes, des agressions sexuelles, par exemple. Dans les États d'Inde où le déficit de femmes est le plus élevé, on a vu apparaître du trafic de jeunes femmes, achetées par des intermédiaires à des familles pauvres et revendues à des célibataires. Donc bon, on est dans de la violence faite aux femmes. Hem Ça a une autre conséquence, c'est, en termes de migration, de déplacement de population, puisque ça entraîne le développement de mariages avec des filles venant d'autres régions, voire d'autres pays. Par exemple, en Chine, le déficit de femmes est vraiment plus important dans les villes que dans les espaces ruraux. Et donc ça renforce les migrations des campagnes vers les villes et de 2 manières. Soit pour les hommes qui ont des revenus suffisants, des agences matrimoniales vont chercher, des femmes dans les régions rurales et pauvres pour, qu'ils puissent se marier avec elles. Soit pour les femmes des campagnes elles-mêmes, ça peut être un choix de se rendre en ville où les hommes sont plus nombreux, et où elles peuvent se marier afin d'obtenir le droit de rester en ville. Parce que sinon elles n'ont pas le droit de s'installer en ville. Donc voilà, de différents, conséquences et on va voir, enfin, l'action de la politique de lutte contre le déficit de femmes. On va regarder ça, de manière un peu positive en voyant que ça peut marcher. Dans certains pays, il y a eu une prise de conscience du problème et une mobilisation progressive des gouvernements. Et il y a 2 manières de lutter contre, on va dire le déficit de femmes, de la manière dont les gens sélectionnent, le sexe de leurs enfants. Ça peut être fait soit par des pratiques restrictives, on va interdire par exemple les avortements sélectifs et soit par un effort de promotion de l'égalité entre les sexes pour essayer de changer les mentalités. Essayer de dire aux gens que, bah, c'est aussi bien d'avoir une fille que d'avoir un garçon. Et un pays qui a fait ça, c'est la Corée du Sud. Vous voyez ici le rapport de masculinité à la naissance dans 3 pays et vous voyez que la Corée du Sud a connu, bah, une augmentation, très forte du nombre de garçons, hein, un sexe ratio très déséquilibré, dans les années 90, hein, à quasiment 115, puis une, redescente. C'est-à-dire que ce sexe ratio s'est progressivement rééquilibré jusqu'à revenir à 105 en 2015, c'est-à-dire, le sexe ratio naturel. Alors ce qui est pas le cas de la Chine ou de l'Azerbaïdjan qui sont, présentés aussi sur ce graphique. Comment la Corée du Sud a fait pour rééquilibrer son sexe ratio? Bah, 2 choses, on a vu d'abord des pratiques restrictives qui étaient appliquées, ça c'est une grande différence, hein. L'Inde a aussi des pratiques restrictives en interdisant la dot ou les avortements sélectifs, mais ce n'est absolument pas appliqué. En Corée du Sud, ça a été appliqué. Il y a eu une interdiction des examens visant à déterminer le sexe du fœtus pendant la grossesse, avec de lourdes peines pour ceux qui le faisaient, qui ont été appliquées. Et aussi, l'effort de promotion de l'égalité entre les sexes avec des campagnes pour essayer de changer les représentations sur les femmes pour qu'elles soient perçues de manière plus positive. Et donc ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que ça a été efficace.
Il y a donc une politique mise en place, il y a aussi une influence du contexte socio-économique. C'est une période de croissance économique et donc ça s'accompagne, pour la Corée du Sud, d'une grande amélioration de la condition des femmes en manière juridique, d'éducation et d'emploi qui ont aussi fortement participé, à ce rééquilibrage du sexe ratio. Mais voilà, c'est pas un on va dire, c'est pas une fatalité. Voilà, je m'arrête, là-dessus. On a vu la structure par âge, la structure par sexe, donc vous êtes maintenant au point, je l'espère, sur les structures démographiques et je vous souhaite donc une très bonne semaine.